rester encore un petit peu, je sais pas si c'est pas trop tard pour vous. Bah, Dites-le moi. moi, ça fait enfin, je sais pas, à moins qu'il y ait un thème, quelque chose. Moi, il est que 18h chez moi, donc j'ai le temps. Ah, c'est où alors? Il est pour les, pardon, pour les chats en live, il n'y a jamais de thème particulier. Hein. C'est toujours le but du jeu, c'est que chacun puisse justement poser ses questions. J'essaie de ne pas imposer de thème. Je trouve que c'est Non, mieux. non, il y a pas. Ouais. Pour le live de YouTube d'hier soir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui voudraient le revoir, je suis en train de le mettre en ligne là. Heureusement que Métaux dessus, Olivier, il avait enregistré. En fait, ils m'ont bloqué parce que j'avais mis 45 secondes d'une musique au tout début de la vidéo. J'ai mis 45 secondes d'un morceau de Fleetwood Mac et il a été repéré. Alors, je sais pas comment ils font pour repérer les mecs qui mettent 45 secondes d'un morceau. Et en fait, ils m'ont bloqué pour droit d'auteur non respecté. Ouais, droit d'auteur, bien sûr. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé la vidéo et comme Olivier l'avait enregistrée, grâce à lui, j'ai pu la remettre avec en coupant la musique au départ. Voilà. Donc là, c'est en train d'être en ligne. Là. Okay. Alors, Léla qui me dit que dois-je faire pour parler? Eh ben, je sais pas. Si tu as un micro ou pas. Si tu es comme... si tu es autant tête en l'air que moi avec tes micros. Vérifie Léla que tu es bien, que tu sois bien au niveau de tes paramètres de ton ordinateur sur ton micro intégré en entrée. Vérifie, parce que si ça se trouve, tu n'es pas sur ce paramètre. Mais sinon, elle m'a dit qu'elle avait un iPhone. Je pense qu'un iPhone peut se connecter aussi de son téléphone. Ça serait plus simple. Bon, ben voilà, le live YouTube, il vient à l'instant d'être mis en ligne. À l'instant. Vraiment, je vous le dis. Voilà, ça a pris longtemps parce que c'est quand même une vidéo qui dure 2h15. Alors, je sais pas, vous avez déjà beaucoup parlé apparemment. Est-ce que vous voulez faire... Ah non, on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé en binôme. Est-ce que vous avez, je sais pas, un thème particulier qui vous plairait, ou est-ce que, par rapport à ce que vous avez déjà dit ce soir, est-ce que vous avez envie, je ne sais pas, on en parle encore Moi, j'aurais... Donc, moi, j'ai déjà parlé de thème. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de thème. Donc, ce soir, on a parlé pendant 1 heure. Mais non, c'est moi qui n'entends plus rien. Non, ça a coupé. J'ai relancé moi aussi. Ça vient de couper. Ça a fait un bug. Et t'appelles d'où, toi? J'appelle d'où? Ouais. Ça tu as dit que c'était 18h. Ouais, je suis de Guyane, moi. Et hier, c'est où ça? De Guyane. Guyane de Guyane. Ah, bah, excuse-moi, j'ai pas entendu, hein, Guyane. Ok. Voilà. Tu me demandes d'où je suis maintenant, moi je te demande. Non, pas de souci. Leïla, elle essaye de se brancher depuis 2 heures. Faut qu'elle utilise son téléphone, son iPhone, ça irait plus. Bah, c'est ce qu'elle, j'essaye l'iPhone, c'est ce qu'elle dit. Mais tout dessous, la prochaine fois, je vous passerai les réglages d'Obs pour enregistrer les lives. Oui, Leïla, tu dois enregistrer l'application Discord. Tu dois télécharger l'application Discord, bien sûr. Bon, quand même, elle a dû l'enregistrer si elle a déjà. Attends, si tu écris là en ce moment, c'est que tu l'as l'application Discord, sinon tu pourrais pas écrire, hein, Leïla. Donc tu y es forcément. Oui. Tu y es sur Discord. Eh oui, forcément. La galère. Je sais pas, vous voulez qu'on parle d'astrologie? Moi je veux bien, parce qu'hier il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé les nœuds nord, etc., les nœuds sud. Je sais pas si vous voulez parler de ça ou d'autre chose. Ben, il y a quelque chose que j'ai remarqué hier, alors c'est que tu as dit que, enfin je le retranscris peut-être mal, mais moi ça m'a dit que l'astrologie c'est pas
forcément, enfin les étoiles, Terre aussi. Est-ce que tu te rappelles de la réflexion que tu as faite dans ce sens? Ouais, je me rappelle très bien. Merci. Oui, en fait, c'est pas faux, parce que les constellations, les énergies des constellations, en fait, en réalité, ne nous touchent pas vraiment, nous les humains. Oui. Elles ne nous touchent qu'à partir du moment où on a atteint un certain niveau de spiritualité. Oui. Voilà. Pour en ce qui concerne l'humanité dite ordinaire, entre parenthèses, et c'est pas méprisant que de dire ça, les énergies cosmiques les touchent très peu, en fait. Et dans ces cas-là, l'astre qui nous influence le plus, Oui. c'est la Terre. Oui, C'est bien sûr. notre planète nourricière. Et Oui. en fait, les signes astrologiques correspondent aux saisons. Et j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, j'en ai même fait 2. Ah, bah oui, mais moi, je vous connais pas depuis longtemps. J'explique très bien tout ça dans les vidéos que j'ai fait dans l'astrologie. Évidemment, il y a beaucoup d'astrologues qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais moi, c'est pas moi qui ai inventé. Sûrement. C'est pas moi qui ai inventé cette vision de l'astrologie, mais je la trouve plus juste. Oui, moi aussi. Et je la connais pas du tout. En fait, les bouddhistes aussi disent qu'on a deux relatifs. Donc au niveau de la Terre et un niveau au niveau plus spirituel, quoi, au niveau justement astrologique. On a ces deux niveaux et qui sont pas forcément tout le temps en vie, quoi. Vivant. Éveillé. J'entends plus rien. Si, moi je t'écoute. Juste, Oh non, c'est juste des choses que je dis comme ça. Hein. genre, en fait, bon, après, moi, c'est pas trop mon Ton délire. sujet. Ouais, Ouais. j'écoute quand même. Ouais, bien sûr. Ben, le langage astrologique, c'est un langage comme les autres. Hein. On en a plein. Ouais. Hein. Plein. C'est ça qui est merveilleux chez l'être humain, quoi. Et toi, qu'est-ce qui te fait, comment dire, qui te parle le plus? Il y a plein de choses. Moi, c'est plutôt l'astral, en fait, qui me plaît. L'astral, ça veut dire Ouais. quoi? Tout ce qui est voyage astro, Ouais. ça serait plutôt dans ce critère-là que je suis venu Que parler tu es à Jim un intéressé. peu. Voilà. Et tu connais le channeling? Le? Voilà, tu vois, le channeling. Non. Les channels, voilà. Hein. Donc dans la je sais pas comment on dit, le New Age, il y a des gens donc qui font des voyages astro. D'accord, ok. Et qui sont en connexion, donc je croyais que c'était ça à quoi tu faisais allusion. Donc toi, tu fais allusion en disant voyage astro à quoi? En fait, non, c'est pas forcément une allusion, non, c'est vraiment pour demander conseil, en fait. Parce qu'il y a des Ouais. régions astrales, en fait, j'ai fait quelques voyages astro Ouais. et j'ai vu quelques régions astrales et puis je voulais savoir si certaines personnes auraient vu les mêmes choses que moi. Donc, Qu'est-ce que tu appelles voyage astro? Enfin, ça t'ennuie d'en parler un peu plus parce que je ne comprends pas. non, en fait, j'ai vu certaines choses Oui. quand je suis sorti de mon corps. D'accord. Et déjà, j'ai vu que apparemment sous la terre, il y aurait des êtres. Sous Apparemment la terre. sous la terre. Sous la terre, excuse-moi, j'ai pas bien entendu, ouais. Dans les mers, apparemment, il y aurait Des êtres, des des êtres. existences. Voilà, c'est ça. Et aussi sur d'autres planètes. Ouais. Donc, Bon, alors, excusez-moi, je suis revenu. Oui, salut. Ouais. Alors, je suis en train de vous entendre parler de voyage astral. Oui, c'est Kindeve 960. 973. Ah pardon, 973. Oh pardon. 973, non ça. Tu sais que du voyage astral, t'en fais tous les soirs.
Oui, ça je le sais. Mais pas consciemment. C'est pas toujours conscient. En fait. Ah, il n'est pas conscient parce que tant qu'on n'a pas, c'est encore une fois, c'est la même chose que pour l'astrologie. Tant qu'on n'a pas, on n'a pas éveillé les centres supérieurs, on sort et on rentre dans son corps physique par le biais du plexus solaire et donc par dessous le diaphragme. Et tant qu'on est sous le diaphragme, on n'est pas conscient. Donc on passe par le cerveau physique pour être conscient. Ok. Voilà pourquoi on fait du voyage astral inconscient. Ensuite. D'accord. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui prouve que nous sommes bel et bien déconnectés d'un corps à l'autre. Quand Thierry Casasnovas, et c'est d'ailleurs mon seul point de divergence avec lui, si je peux me permettre, Thierry, qui est un super naturopathe, lui, il dit que l'âme et le corps physique, c'est la même chose. Moi, je regrette, mais je suis absolument d'accord avec lui. Nous sommes bel et bien déconnectés de l'âme. Si on était connectés, on serait comme les animaux. On pourrait entendre et se mouvoir à distance de 800 km et trouver son chemin sans avoir besoin d'un GPS. Or, on n'est pas capable de faire ça parce qu'on est déconnecté. Ouais. Voilà. Donc, et quand on change de corps la nuit, qu'on va dans le corps astral pendant que le corps physique se régénère, quand on revient dans son corps physique le matin, on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait. Parce qu'on rentre dans le corps physique par le biais du plexus solaire, sous le diaphragme. Et que si on arrivait à développer les centres supérieurs par la méditation, etc., à ce moment-là, c'est plus pareil. Tu sortirais dans ton corps astral par le biais du cerveau physique, entre parenthèses, du troisième œil. Et là, c'est plus du tout la même histoire. Là, tu te rappellerais de tout. Ouais, c'est ça ce qui se passe, ce qui m'est arrivé. Mais le truc, c'est que après, je sais pas, mais certaines personnes sortent en se couchant. Moi, j'arrive pas. Je suis obligé d'être en tailleur et visualiser des pétales, en fait. Sinon, je peux pas. J'arrive pas à produire. C'est pas possible. C'est que comme ça que j'arrive à sortir, en fait. D'accord. Si tout le monde. Ça se passe comme ça, mais. Non, suivant mon expérience, si tu es en posture de méditation, tu sors donc par la fontanelle. Tu sais, c'est le petit truc là, les enfants là. Le petit truc des enfants. Oui, tu sais, en haut du crâne, le petite chose qu'il y a, voilà, qu'on dit qu'il faut vraiment faire très très attention. Et quand le maître nous fait faire powa, donc c'est par là, c'est cette fontanelle là ça s'appelle la fontanelle et ça s'ouvre. D'accord, ok. Ouais, c'est exactement, ça me fait la sensation où en fait, je m'imagine des pétales jaunes. Oui. Et à un moment, en fait, ces pétales vont se bloquer. Oui. Elles vont rester immobiles et tout doucement, ça va tourner, ça va tournoyer, ça va faire un espèce de passage, en fait. D'accord. Et voilà. Et ces pétales, elles sont où? Elles sont sous toi? Elles sont sous toi? En fait, je m'imagine, j'essaie de voir vraiment 3 pétales, en fait, jaunes, de couleur jaune, en fait. Oui. Mais où? Dans ma tête. Dans ta tête. Tu les imagines? J'imagine, D'accord. ouais. D'accord. Ouais. Parce que là, c'est vraiment la visualisation bouddhiste. Ah, d'accord. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Donc tu as retrouvé, si tu veux, instinctivement quelque chose qui est fait traditionnellement. Ah, d'accord, ok. Ouais. Okay. Alors, bon, moi je reprends, c'est pas la frontanelle, mais la fontanelle, excusez-moi. Excuse-moi, fontanelle, oui. Ensuite, effectivement, il y a un mouvement rotatoire quand on sort de son corps, absolument. On sort, on pivote sur soi-même. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est ivre, par exemple, quand on prend trop d'alcool, on a ce phénomène où on voit tout qui tourne. C'est pourquoi? C'est parce que d'un coup, le corps physique étant trop endommagé par l'alcool, la conscience va devoir quitter à un certain moment le corps physique pour aller dans son corps de transit. Et donc c'est pour ça que tu commences à tournoyer, parce que tu te retrouves dans ton corps astral à moitié, et ta conscience, elle va changer de corps. Ça veut dire que tu vas pas tarder à tomber dans les pommes, ou à t'endormir, et tu vas quitter ton corps pour qu'il se régénère, parce que tu viens lui filer du poison pendant toute une soirée, parce que l'alcool c'est du poison pour le corps. Donc
Que ce soit l'alcool ou les drogues, hein, d'ailleurs. Oui, oui, exact. C'est pour ça que cette sensation de voir tout qui tourne, c'est la sensation du corps astral. Et le corps astral a besoin... Alors en fait, c'est le corps vital qui crée ça. C'est que le corps vital a besoin que le corps astral se dégage le plus loin possible du corps physique, pour que le corps vital puisse régénérer le corps physique. Et c'est lui qui pousse le corps astral à sortir. Donc c'est pour ça que tu as ce phénomène de tournoiement, parce que le corps astral, pour se dégager du corps physique, doit pivoter en fait. Doit pivoter à 180 degrés. D'accord, ok. Ouais, en fait, c'est assez marrant. C'est pour ça que quand tu es allongé sur le dos, en attendant de sortir de ton corps, tu vois le plafond puisque tu es sur ton dos. Et quand tu sors de ton corps, en fait, tu te vois. Pourquoi ? Parce que tu as pivoté de 180 degrés et tu as fait un demi-tour sur toi-même et tu te vois dans le lit. Ah. Et oui, au lieu d'avoir la vue qui va vers le plafond, tu as la vue qui se retourne vers toi. C'est vers le lit, quoi, en fait. C'est un processus tout à fait normal. Que, tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer que j'ai rencontré un peintre, enfin, je ne l'ai pas rencontré puisqu'il est mort, mais j'ai fait connaissance de ses peintures initiatiques, où il a dépeint, il a mis en tableau ce processus, justement, de pivotement. C'est incroyable. Ok. Ok. Et c'est les mêmes expériences des gens qui ont fait l'expérience donc de vie après. J'ai pas entendu jusqu'à la fin, ça a bugué. Ah pardon. Ce que tu as dit à la fin, les mêmes expériences Des gens, tu sais, qui ont fait qui parlent de leur quand ils sont morts, comment ils ont vécu ça, puis ils sont revenus à la vie après. En fait, ils se voient et après ils partent. Ah oui, les morts imminentes, c'est ça. Voilà. Et merci. Excuse-moi, je retrouvais pas le mot parce qu'il est un peu tard pour moi, 10 heures. Voilà. Si ça fait 2h30 qu'on attend. Donc voilà. Et j'avais encore une question. Donc c'est lors de mes expériences, en fait, il m'est arrivé une chose un peu étrange, c'est d'être paralysé, paralysé sur mon lit. Et à l'époque, c'était quand j'étais à Châteauneuf. J'ai vu une espèce d'ambre de lumière, en fait, qui pouvait me répondre comme si elle me parlait par télépathie. Elle me disait de me calmer. Moi, j'avais pas le coup de la voir comme ça dans la pièce. Et les chats qui étaient, à l'époque j'avais des chats, pouvaient la voir. Ouais, bien sûr. Donc ma copine dormait de son côté, donc j'essayais de crier, j'arrivais pas, je pouvais beau me débattre, J'étais paralysé. Ouais. Totalement paralysé. Et les chats pouvaient voir l'ambre, une espèce d'ombre je voyais pas de tête, il y avait rien, il y avait juste des petites étincelles autour d'elle. Elle était toute blanche. Elle arrivait par la fenêtre, traversée. Je sais pas ce que ça pourrait être. Jim, tu as entendu ? Oui, j'ai entendu. Ça coupe. Ouais, ça coupe. Je disais, oui, j'ai entendu. Ça coupe. Est-ce que ça peut être... tu as des entités chez toi, c'est ça ? Là où j'étais, je pense pas, parce que ça serait de la famille, ça serait en Guyane, quoi. Donc, je sais pas ce que ça pourrait être, ça. Tu sais, on est dans des univers qui sont très proches les uns des autres. Hein, oui, on n'est pas séparés avec le monde éthérique et avec le monde astral, on n'est pas séparés par une distance. Oui, c'est vrai. Tu comprends ? C'est qu'une histoire de vibration, si tu veux, c'est pas une histoire de distance. Donc les univers s'interpénètrent les uns les autres, donc on est très très proches les uns des autres. Donc il y a des vortex, il y a des situations qui font qui laissent accès par moment, qui laissent passer certaines entités à certains endroits, à certains moments, ça dure pas longtemps. D'accord. C'est pour ça que j'étais paralysé alors. Elle devait prendre mon énergie ou quelque chose comme ça. Après, t'as des énergies, après t'as des entités vampires qui viennent justement te prendre ton énergie vitale. Parce que ça serait une bonne entité. Normalement, pouvoir être libre de mes mouvements. Si c'est une bonne entité, elle ne te prendrait pas ton énergie. Parce que là, j'étais bloqué, en fait. Je pouvais pas bouger, en fait. C'est ça qui m'a... Tu te sentais prisonnier ? Oui, voilà. Elle me
de me calmer, mais en même temps, je pouvais pas bouger. Donc, du coup. Après, peut-être que tu as eu un genre de guérison, c'est possible aussi à ce moment-là. D'accord. Tout dépend, ça c'est à toi de savoir ce que tu as ressenti après. Oui, qu'est-ce que tu as ressenti après? À force, j'ai tenu aller, je pense au moins plus d'1 heure comme ça, et après je me suis endormi parce que je pouvais plus lutter en fait. Je pouvais pas bouger, donc j'ai essayé de me débattre pendant au moins 2 heures, je pense. Moi, je pense pas qu'une entité lumineuse te force à rester dans une position comme ça pendant 2 heures. Hein. Je crois pas trop. Absolument, Leïla qui écrit, tu vois, si tu bouges pas, c'est sûrement une agression, je suis plutôt d'accord. Hein. Ça, c'est plutôt quelqu'un qui t'a maintenu pour te pomper ton énergie. Hein. Je pense. Hein. D'accord, ok. Ok. C'est une entité lumineuse qui vient faire une guérison, elle ne passe pas 2 heures. Hein. La guérison est très rapide. Hein. Oh là, instinctive. C'est quelque chose de quasi instantané. Donc. Ah ouais. C'est pour ça que ça m'a fait un peu bizarre en fait. Surtout qu'elle m'a dit, toi, elle se rapproche. Et ça s'est passé dans quel endroit, ça? Quel pays? Alors c'était quand j'étais à Châteauneuf. Il y a plus de 6 mois de ça. En France? Oui. Oui. À côté de la Drôme. C'est ça? Voilà, pas loin de. Châteauneuf, là où il y a du vin. Il y a du Châteauneuf. Il y a du vin, voilà, exactement. Ouais. C'est là. D'accord, très bien. Voilà. Alors, il y a Leïla qui essaie désespérément de pouvoir parler, mais apparemment ça ne marche pas. Ça fait 2 heures, la pauvre. Ça y est, ça coupe, j'entends plus rien. Ah, ça coupe parce que je parle pas, parce que je dis plus rien. Moi, en fait, j'attends vos réflexions et vos questions, donc je vais pas bloquer l'antenne. Réflexion sur des façons d'attaquer. Merci de compatir, Hélène. Courage, Leïla. C'est un peu tard là. Oh là là. Allez, Leïla, tu vas pouvoir te consoler en écoutant ça. Comment faire un voyage astral sans danger? Ah, c'est compliqué, hein. Il y a toujours des dangers. C'est compliqué parce que tu te retrouves dans un monde que tu ne maîtrises pas et dans un corps que tu ne maîtrises pas. Bah ouais. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que, en fait, à moins que ce soit automatique, moi, je ne me force pas à faire des voyages astro. Hein. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Hein. Tu peux toujours, avec des techniques, arriver à sortir, mais c'est jouer avec le feu. Parce que tant que tu n'as pas atteint un certain degré, tu vas te retrouver dans le bas astral et tu peux te retrouver, te faire prendre ta place dans ton corps par une entité, déjà. Ouais. Selon par où tu sors, il ne faut jamais sortir par les pieds ou par le plexus solaire quand tu fais des voyages astrales. Il faut sortir par le haut du crâne. Hein. Toujours. Donc sinon, voilà. Bien sûr. Donc là, tu as la bonne méthode, mais voilà. Moi, c'est pareil, hein, vraiment, prudence. En sortant par le sommet du crâne, tu risques pas grand-chose, parce qu'il y a une protection au sommet du crâne. Hein, c'est là où il y a l'ouverture du canal électronique de lumière de la présence IAM, donc il ne risque pas d'y rentrer qui que ce soit à ta place. Non. Mais
Mais c'est quand même pas toujours le cas. Les gens qui sortent et qui font du voyage astral ne le font pas par le sommet du crâne. Donc évidemment, Ouais. là il y a souci. Hein. C'est comme ça que d'ailleurs les cas de possession, c'est comme ça que ça arrive. Hein. Pas croire. Hein. Ça arrive pendant le sommeil. C'est des personnes qui soit ont des addictions, soit après ça peut venir aussi d'anciennes vies, parce que dans tes anciennes vies, tu as fait des travaux de magie noire, ou tu as fait aussi des pactes, hein, ce qu'on a fait un pacte avec les entités négatives, et tu te retrouves dans cette vie-là avec des entités qui te suivent, ou une entité qui te suit. Moi j'ai une femme, en ce moment j'ai une fille qui m'écrit, elle me dit qu'elle a une entité qui vient toutes les nuits la pénétrer, hein, abuser d'elle. Et ouais, hein. Il y a un film, et d'ailleurs il y a un film tiré d'une histoire vraie qui s'appelle L'Emprise, que je vous conseille, parce que c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie, et c'est pas le premier cas que je rencontre, il y en a plusieurs qui m'ont dit avoir été être victimes de ça. Hein. Et pour les en dépêtrer, pour les sortir de là, c'est pas évident du tout, parce que ce sont des entités. Ça peut être une entité qui a été, par exemple, dans une ancienne vie, un mari jaloux, violent, qui soit toujours bloqué dans l'astral moyen ou dans l'astral inférieur, et qui a toujours envie d'abuser d'elle. Ça peut être une entité de l'ombre, de la fraternité de l'ombre, avec qui tu as lié des pactes dans des anciennes vies, parce que tu as fait un travail de magie noire et que tu as donné ton âme. C'est des conneries, hein. Donc, pas facile, hein. C'est pas toujours facile, hein. Okay. J'ai même mon naturopathe, quand j'étais en France, qui était un mec exceptionnel, il m'a dit qu'il avait reçu dans son cabinet une femme qui lui a dit exactement ça, qu'elle avait ça, elle avait une entité qui venait la nuit lui faire l'amour, quoi, hein, et qu'elle n'avait pas du tout envie de s'en sortir, elle n'avait pas du tout envie que ça s'arrête. Et c'est sa famille qui voyait qu'elle devenait complètement dingue, en fait, hein, et puis elle mangeait plus, elle se nourrissait plus, enfin, elle était possédée, quoi. Et quand il lui a fait un traitement, il lui a donné des gélules, des trucs à prendre, etc., ils sont partis avec la boîte, et quand il est revenu dans le bureau, la boîte était dans le bureau. Ah, okay. Ouais, c'est-à-dire que ça s'est dématérialisé pour se rematérialiser dans son bureau. Quand même de quoi flipper, hein. Ouais. Comment appelles-tu les djinns? C'est ça un djinn. Moi, les djinns, j'aime pas ce terme parce que c'est un terme c'est un terme musulman, djinn. Mais c'est quoi? C'est des démons, hein, tout simplement. On a ça aussi ici en Guyane, ça s'appelle des bouilles. En fait, ce qui se passe, c'est que comme vous n'avez pas configuré vos micros en push tuto, ça fait un arsène permanent. Il y a un crissement horrible là. Je vais le mettre en touche peut-être. Ouais, Leïla qui écrit, il y a même certaines entités qui empêchent la personne d'avoir un compagnon, mais c'est complètement ça. Hein. Complètement ça. Et même les entités qui le poussent à te suicider pour les rejoindre dans l'au-delà. Hein. Voilà, c'est affreux. Ah putain. Ça vient de galaxies féeriques. Là, c'est pas moi. Je sais pas qui c'est, mais putain, c'est horrible. C'est galaxies féeriques. Bon, voilà. Ça y est, c'est bon. Et du coup, parce que je suis en train de travailler. J'ai regardé une de tes vidéos que tu avais fait et tu parlais de la flamme violette. Ouais, la flamme violette de Saint-Germain, ouais. Et du coup, ça m'intéresse. Par où je pourrais commencer? C'est quoi? C'est connaître bien l'histoire ou... Ouais, alors je vais publier tout ça bientôt sur Discord et sur mon Facebook. Tout ça, ça va être, je vais le mettre. Il y a des invocations de la flamme violette. C'est surtout une flamme de nettoyage. Hein. C'est surtout pour se nettoyer, la flamme violette. D'accord. C'est pas vraiment pour se protéger, c'est plus pour se nettoyer. Par contre, les rituels de protection de la présence Ayam et du tube électronique de lumière, ça aussi, je vais les mettre. Parce que c'est vraiment primordial. Là, on arrive dans des temps maintenant où il faut se protéger avec la lumière de la présence. Hein. Parce que
Et franchement, on s'enfonce, on s'est enfoncé beaucoup là dans la noirceur, dans la densité physique, et les frères de l'ombre, ils ont beaucoup de puissance, ils ont beaucoup de pouvoir en ce moment. Hein. Ils ont plus de pouvoir que les êtres de lumière, ils ne peuvent pas nous atteindre. Hein. Donc il faut se protéger nous-mêmes avec notre propre lumière, parce que sinon on n'y arrivera pas. On va être... moi je vous dis ça, c'est ce que je fais tous les jours, et malgré tout ils arrivent quand même à m'atteindre. Hein. Ils sont très très forts. Hein. Parce que ce sont les appelés comme ça, c'est les frères de l'ombre, Leïla. Ils font leur travail, ils sont là pour faire un travail. C'est la fraternité matérialiste, hein. C'est une fraternité, donc c'est pour ça qu'on les appelle les frères. On appelle aussi la loge matérialiste. Alors il y en a qui disent la loge noire, mais ça n'existe pas en fait. On appelle la loge matérialiste. C'est eux qui sont au sommet de tout ce qui se trame en ce moment dans la maçonnerie politique, qui elle-même fonctionne avec le sionisme, il faut le dire. Hein. Le sionisme aujourd'hui est complètement main dans la main avec la maçonnerie de l'ombre. Hein. Ben oui, bien sûr. J'insiste bien sur le fait que c'est pas toutes les maçonneries. Oui, aussi. Comme la Rose-Croix cet après-midi, j'ai encore entendu la chaîne, c'est comment, c'est JC 2R. JC2R encore, qui a encore déblatéré sur la Rose-Croix alors qu'il ne sait pas ce que c'est. Mmh. Quand tu sais pas, tu te tais, quoi. Moi, quand vous me posez une question et que je sais pas, je vous dis je sais pas. Lui, on lui dit qu'est-ce que tu penses de la Rose-Croix, il a répondu ah bah je sais pas, j'ai jamais étudié, alors il me semble que de toute façon c'est satanique. Hein. Voilà, c'est bien. Alors si c'est tout ce que tu as à dire, la prochaine fois, tu sais quoi, tu dis, tu fais pas ta vidéo, tu dis je ne sais pas. La Rose-Croix, ça n'a jamais été satanique. C'est pas possible d'entendre ça. Ça veut dire, quand j'entends ça, et quand j'entends même, je vais pas citer tout le monde, mais quand j'entends certains de mes auditeurs qui m'envoient des trucs toujours évangélistes, qui me ressortent la Bible en permanence, à chaque fois que je dis un truc, ils me sortent la Bible, je me dis que, franchement, si Jésus revenait aujourd'hui, mais ces gens-là ne le reconnaîtraient pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que Jésus, il fait partie de la fraternité blanche, et que la fraternité blanche, elle tient le même enseignement que Joe Walcool a dispensé à travers Alice Bailey. Donc, pour eux, si Jésus revient demain, Jésus sera sataniste. C'est quand même incroyable. Incroyable. Ouais. C'est incroyable, c'est odieux. On se retrouve au même point que Jésus s'est retrouvé il y a 2000 ans. Voilà, il s'est retrouvé confronté au même problème. Excuse-moi, King Dave, mais ton micro, il est toujours en train de cracher. Tu peux pas faire quelque chose ? Je suis sur téléphone, je vais essayer de... Essaie de le mettre en push to talk, s'il te plaît. Comment ça, le Zoïlène? J'ai rien fait. Normalement, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Super. C'est pas évident. Plus ce que je disais du coup. Tu parlais du CR et tu parles de Jésus. Oui, je disais qu'ils ne le reconnaîtraient pas. Ils ne le reconnaîtraient pas parce qu'ils sont fixés dans leur dogme. Les dogmes de l'Église qui datent de presque 2000 ans. Donc les mecs, ils sont complètement... Tu peux pas leur faire comprendre. Ils te répondent que l'enseignement du Christ est très clair dans les évangiles et que comme il est très clair, c'est pas la peine de le réviser. Ben, je suis désolé. Et moi, les enseignements de Joe Walcool ne vont pas à l'encontre des enseignements du Christ des évangiles. À aucun moment. Au contraire, il te donne la clé pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Je vois pas en quoi ça va à l'encontre. Il n'a jamais été dit. Waouh, pitié. Il n'a jamais été dit dans le New Age, d'ailleurs, quel que soit le mouvement du New Age, que les enseignements de Jésus étaient des enseignements à foutre à la poubelle. Jamais. Alors, excuse-moi, ABD 270, tu m'excuseras, je t'ai coupé ton micro, hein, parce que tu nous as éclaté les tympans. Merci. Voilà, donc je t'ai mis sur muet, tu me feras signe quand tu penses que ça sera bon. Je te remettrai ton micro. Donc voilà, on en est encore là. Je veux dire, 2000 ans après,
on en est toujours au même point, l'humanité n'avance pas parce que la lumière de l'âme ne trouve pas écho encore chez une grande majorité d'humains. Tant que la lumière de l'âme n'aura pas trouvé écho chez les gens, il n'y aura pas d'ouverture de conscience. Mais après, Je suis moins pessimiste que toi, mais enfin bon. C'est pas du pessimisme, hein, c'est du réalisme. Non, c'est pas une question de réalisme, c'est une question. On a perdu Hélène. Non, je suis là. Je sais pas, on n'a pas entendu la fin de ta phrase. T'as dit c'est pas une question de réalisme, c'est une question. On en reparlera, je disais. Ah mais non, moi, je suis pas du tout pessimiste. Je dis que tant qu'un être humain n'a pas encore de contact avec son âme, il n'a pas d'ouverture de conscience. Ça va ensemble. Ça marche ensemble. Donc, tant qu'il ne se pose pas des questions existentielles, les questions primordiales, il ne peut pas avoir d'ouverture de conscience. Donc, en fait, en réalité, il faut savoir que la roue du zodiaque, elle sert à ça. Hein. Pourquoi on se réincarne en changeant à chaque fois de signe? Parce qu'en changeant de signe, il y en a qui sont faits pour vivre des vies plus végétatives que d'autres, et il y a des signes qui sont faits pour se poser des questions existentielles, pour avoir accès justement à ce qu'on appelle une initiation mineure, c'est-à-dire une prise de conscience. Et en général, ce sont les signes cardinaux qui mènent à ça. Hein, c'est la croix cardinale. Oui, donc, il y a deux choses, c'est que c'est pas le nombre de du terme, c'est-à-dire peu importe s'il y a des gens qui restent encore dogmatiques dans toutes les religions, mais le temps non plus n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, comme notre ami tout à l'heure, Kindev 973, pas 973, il y a des moments, ils peuvent aussi échapper à leur dogme, mais ça peut être justement des moments, et c'est ça l'éveil, hein, quelquefois des gens qui ont été comme ça dans leur vie très très rigide, et puis à un moment, paf, ils peuvent avoir, et ça c'est comme le temps n'est pas linéaire. Nous, lundi, mardi, mercredi, les années qui se succèdent, mais en fait, c'est pas comme ça en réalité. Enfin, au niveau ultime, c'est pas comme ça. Enfin, pour moi, je le ressens pas comme ça. Donc, bon, peut-être qu'il y a encore des gens dogmatiques, mais peut-être qu'à un moment, voilà, ça va changer. Et même s'il y a encore énormément de gens qui sont très figés, très dogmatiques, etc., c'est pas très grave. Après, il reste des gens qui vont vers l'éveil, qui vont vers la lumière, qui sont vraiment, tu vois, attirés vers quelque chose de très pacifique. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Même s'ils sont peu nombreux, ces gens-là, même si on est peu nombreux, des fois on est nombreux, des fois on n'est pas nombreux. Enfin voilà quoi. C'est pas. Je sais pas si je m'exprime clairement. Ok, j'essaye. Ok, essaye. Enfin, la question n'est pas là. La question, elle est que tu tiens le discours que tenaient les apôtres il y a 2000 ans. Ils disaient ça va changer. Ça va changer. Pour l'instant, on n'est pas majoritaire, mais ça va changer, ça va changer. On se retrouve 2000 ans après, ça n'a rien qu'à changer. C'est toujours pareil. Il y a toujours une majorité d'humains qui sont endormis. C'est exactement pareil qu'il y a 2000 ans en arrière. Et on se retrouve dans une situation où, si Jésus revenait aujourd'hui, il terminerait de la même façon. Voilà, c'est tout. Donc, je sais pas. Ah non, moi je te le dis. Oui, non, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais si tu veux, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau, nous, de notre... nous mourrons aussi, ou nous risquons de mourir à chaque temps, comme Jésus est mort. C'est ça, c'est qu'il y a eu une propension de cette énergie christique, mais sur d'autres maîtres, il n'y a pas eu que le Christ, qui se diffuse maintenant dans l'humanité entière, et c'est ça qu'il faut retenir, en fait. Comme l'expérience qu'a eu Kinde machin 973, Kinde Wiev. Voilà, avec une sortie de corps. Il n'est pas passé par la lecture, il n'est pas passé par plein de choses, mais il a quand même ce spirituel. Et il est passé en plus par le bon endroit, par la fontanelle, excuse-moi. Enfin voilà, bon bref. En tant que femme, je suis plus positive. Encore une fois, je me répète, mais c'est pas du négativisme de ma part. C'est du réalisme. Mais oui, mais justement, c'est sur cette notion de réalité. Voilà, c'est un pragmatisme peut-être un peu masculin,
que je ne peux pas avoir, je ne suis une femme. Donc, je ne peux pas avoir ce pragmatisme-là. Je ne compte pas mes enfants en les mettant les uns à côté des autres. Je les distingue chacun avec leurs différences et chacun avec leurs liens les uns avec les autres. Et puis, il y a des jours, ils m'énervent et des jours, ils m'énervent pas. Voilà. Ouais, mais moi, je suis pas sur ce terrain du tout. Pas sur ce terrain du tout. Non, Ouais. mais je suis pas sur un terrain. J'essaye d'expliquer ce que je ressens. Non, mais j'ai bien compris, mais je sais pas du tout ce que j'essaie de dire. Moi, j'essaie d'expliquer de manière globale que l'éveil, c'est pas qu'une question d'individualité. Leïla qui a écrit une toute petite bougie met de la lumière dans la noirceur, c'est vrai. Mais tant qu'il n'y a pas 1 millier de bougies ou 1 million de bougies, t'éclaires pas grand-chose. Hein. Alors c'est toujours mieux que rien, je suis d'accord, là on peut être positif, mais entre aujourd'hui et il y a 2000 ans, il n'y a pas énormément plus de lumière aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Il y en a plus, mais c'est pas énorme. Et quand des êtres de lumière, comme Jésus, viennent s'incarner, dans un monde où il y a encore autant de noirceur qu'aujourd'hui dans le nôtre, je dis qu'il sait très bien, il sait pertinemment que s'il revient, ça sera pour passer un mauvais quart d'heure. Il le sait. Et c'est pour ça que de toute façon, il ne reviendra pas. Moi, je le dis, et je ne suis pas le seul à le dire, les conditions du retour d'un être de lumière et d'un guide de la fraternité blanche, hein, je parle d'un maître de sagesse, hein, les conditions pour qu'un être comme ça revienne, quel qu'il soit, faut qu'elles soient d'abord remplies hein, avant qu'il vienne. Hein. Les mecs, ils n'ont pas du tout envie de venir pour en prendre plein la tronche, ils sont pas là pour ça. Hein. Non, mais on en est plus là du tout. Je veux dire, l'attente du sauveur. Moi, mais alors là, parle pour toi. Parce que tous les cathos qui me bâchent en permanence sur ma chaîne, je peux dire qu'eux, ils en sont encore là. Puis là, je parle pas que des cathos. Hein. Je peux parler de oui, tout. mais justement, on en a parlé tout à l'heure et on dit que bon, voilà, même pour terme, bon, voilà, ils font perdre du temps, quoi. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on a l'éveil, on a la Je crois qu'il y a beaucoup plus de noirceur et de barbarie, mais aussi beaucoup plus de lumière et d'être de beauté. Voilà ce que dit une femme. C'est ce que j'ai dit juste avant. Alors, comment être sûr qu'on est sur le bon chemin de l'éveil nous dit Galaxie Féerique. Eh bien, ça, c'est quelque chose que, en fait, en réalité, tant que tu n'as pas un instructeur qui te met sur le chemin, au départ, au tout début, tu peux faire beaucoup d'erreurs. Il faut que tu aies un guide à la base. Alors, si tu n'as pas ton guide intérieur, qui bien entendu est ton moi supérieur, qui est ton ange solaire, c'est-à-dire ton âme, si tu n'es pas connecté avec, il te faut un guide externe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des sectes, parce que ils croient tomber sur un guide spirituel, ils tombent sur ce qu'on appelle vulgairement des gourous. Ça, on a galvaudé le terme, hein, parce que gourou, ça veut dire guide, mais en Occident, gourou, ça veut dire escroc, manipulateur. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'escarcelle de beaucoup d'escrocs manipulateurs. En fait, en réalité, ils sont très faciles à déceler, ces gens-là. Ils demandent de l'argent. Ouais. Voilà. C'est très simple. Hein. À partir du moment où tu tombes sur un mec qui te dit « Moi, je vais t'aider, je vais te guider, tu vas voir, suis-moi. Par contre, tu me donnes 3 000 € par mois, tu me donnes tout ce que tu as. » Tu peux être certain que tu peux le fuir comme la peste. Voilà. Oui. Bon. Les enseignements spirituels sont gratuits, à la disposition de tous. Je pense que c'est déjà une bonne base. Je pense avoir répondu à ta question. Alors le cerveau du cœur, ça ne veut pas dire grand-chose. Le cerveau du cœur, en réalité, c'est la conscience, hein, donc c'est l'âme. Hein. C'est l'âme qui est située, qui ensuite prend sa place au centre du cœur exactement, et qui prend sa place aussi dans le cerveau physique. Hein. Alors c'est pas l'âme qui descend, hein, c'est l'antakarana, c'est-à-dire le canal de lumière qui se construit. Hein. Et c'est comme ça que les impulsions de l'âme arrivent à passer et à descendre dans le cœur et dans le cerveau physique. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des écoles initiatiques? Pourquoi? Parce que ce sont des écoles pour ceux qui veulent arriver à cet état
plus rapidement, hein. C'est-à-dire ceux qui veulent accélérer plus ou moins leur formation, en fait, hein, parce qu'on est tous en formation. Hein. Mais c'est une formation très lente. Hein. Si on suit le cours de l'évolution naturelle, ça se fait très lentement. Hein. Donc il y a des écoles initiatiques pour que certains, ceux qui s'éveillent et ceux qui ont envie de s'émanciper de cette condition matérielle, puissent aller plus rapidement vers leur but final, vers le but final de tout humain d'ailleurs. C'est pour ça que ceux qui disent que les écoles initiatiques sont des écoles de 7 ans, c'est des gens qui n'ont rien compris. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'école satanique. Il en existe, bien entendu. Il en existe même beaucoup trop. L'intelligence émotionnelle, ça ne veut rien dire. C'est où tu es dans les qualités de l'âme, c'est-à-dire l'empathie, la compassion, le don de soi, le sacrifice de soi. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle les qualités de l'âme, où tu es dans l'émotionnel, où tu es dans l'intelligence. L'intelligence émotionnelle, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'intelligence, c'est le moi, c'est l'intellect inférieur, c'est le mental inférieur, l'intelligence émotionnelle. Faut pas tout confondre. Hélène nous quitte, pourquoi tu dis ah d'accord. Pourquoi tout le monde dit bonne nuit à Hélène? Bah parce qu'il m'aime bien. Ah mais pas quand tu t'en vas? Ah d'accord. Ben là il faut que j'aille me coucher, ouais. Ok, bonne nuit Hélène. Salut. Merci. Si en fait tu confonds les termes. Je comprends ce que tu veux dire. Tu parles de choses avec tes termes à toi, mais en occultisme il y a quand même il y a une sémantique. En occultisme il y a des termes précis comme dans toute discipline, comme dans le droit, comme en musique, comme il y a des termes. Et quand on parle d'intelligence, qu'on parle d'émotionnel, on ne parle pas de qualité de l'âme. Qualité de l'âme, c'est au-delà de ça. Et on parle plus d'aspiration hein, quand on parle de qualité de l'âme. Là, on n'est plus dans l'émotion. Hein. À la limite, tu peux parler d'émotions supérieures, à ce moment-là, tu peux parler de sentiments supérieurs, mais tu ne peux pas parler d'intelligence émotionnelle en ce qui concerne l'âme. Enfin, bref, on ne va pas s'arrêter sur des détails de sémantique. Les émotions sont... D'ailleurs, il a été démontré que les émotions, le centre des émotions est dans les intestins, hein, ce qui bien entendu correspond au plexus solaire, hein, c'est pas un hasard. Dans le cœur, on n'est plus dans l'émotionnel, dans le cœur, on est dans les qualités, on est dans les sentiments. On est dans les sentiments et les aspirations, donc c'est plus de l'émotion. Le cœur, c'est le don de soi, c'est l'amour, vraiment, les qualités du cœur, c'est des qualités qui se donnent. Alors que les qualités émotionnelles sont des qualités qui s'échangent et le plus souvent des qualités où on prend plus que ce qu'on donne. Ça, il faut bien comprendre ça. Hein? Le cœur n'est pas un cerveau, hein. Je ne sais pas qui c'est qui t'a dit ça. Hein. C'est les intestins qui sont un cerveau. Hein. Ce qu'on appelle le deuxième cerveau, c'est les intestins, c'est pas le cœur, tu confonds. Alors, eh ben allez-y, envoyez le pâté, qu'est-ce que vous avez comme question? Ne sud verso, ne nord en lion, ça donne quoi, Jim? T'aimerais bien savoir, hein? Disons que le sud en verso, dans tes anciennes vies, tu étais trop collectiviste. Tu vivais pour les intérêts de ta collectivité, de ton clan, de ta patrie, de ta famille, et tu t'es un peu abandonné sur le plan personnel. Donc dans cette vie-là, il t'est demandé de te réaxer un peu plus dans ton ego et de devenir plus égoïste, plus égocentré. Alors tu vas me dire, c'est bizarre parce que ça ne correspond pas à un chemin spirituel, mais si, justement. L'ego, il ne faut pas oublier que l'ego n'est pas un barrage à l'évolution spirituelle, c'est lui qui doit t'amener justement au seuil de l'initiation. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois un peu plus égocentré, que tu penses un peu plus à toi et un peu moins aux autres. Alors ça, c'est le côté
globaliste. Hein, Après, il faut voir dans quelle maison ça se situe dans le thème astral. Alors, si tu as une question sur Macron, vas-y, envoie-la. L'ONU et beaucoup de pays musulmans ont examiné un projet visant à rejeter la décision de Trump. À propos de quoi? De Jérusalem? Non, mais ça y est, c'est mort, c'est pas la peine d'en reparler. C'est fini, c'est terminé. Si Macron est venu en Guyane pour l'or, je sais pas. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas, mais je ne sais pas. Bah, je ne suis pas comme JC2R, je ne vais pas dire des trucs quand je ne sais pas. Je ne sais pas. Doit-on refuser l'immigration massive? Évidemment. Bah, enfin, tu me demandes mon avis, moi je te le donne. J'ai pas la vérité, je détiens pas la vérité, mais tu vois bien ce qui se passe en Autriche. Ils ont reçu, ils ont reçu 800 000 immigrés. Ben voilà, c'est l'extrême droite qui passe. Là, en Allemagne, apparemment, il y a les partis nazis qui sont en train de grimper, et les gens, ils en veulent pas, ils peuvent pas. Tu peux pas intégrer en même temps trop de gens qui n'ont rien à voir avec la culture initiale de ton pays. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, entre parenthèses, dans ces pays-là, eux, ils accepteraient pas l'inverse. Tu vois, et ça me fait marrer parce qu'il y a beaucoup de Français qui me disent t'es gonflé, toi t'es Français, t'habites au Maroc, de quel droit tu critiques les gens qui viennent en France? Mais ça n'a rien à voir. D'abord au Maroc on est 80 000 Français résidents, 80 000, on n'est pas à 15 millions. Oh, 80 000 c'est rien. Et puis éparpillés sur tout le territoire. Là où j'habite on est une communauté de, je crois qu'on est 8 000 ou 12 000 enregistrés au consulat de France. Tu vas quand même pas parler d'immigration massive de Français au Maroc. Et puis bon, on est intégré, on travaille, on touche pas de subventions, on touche pas d'allocations, les soins sont pas gratuits, tout ce qu'on fait ici c'est payant, on participe à la vie active du pays, on paye des impôts, on paye de la TVA. C'est pas le cas de ces gens qui viennent en France, ça n'a rien à voir. Ils viennent parce qu'on leur dit de venir, parce qu'il y a une volonté politique de remplacer le peuple de souche, le peuple autochtone, français, pas seulement, mais européen en général. Et ces gens-là, ils viennent parce que chez eux c'est la pauvreté, mais qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne plus que les gens qui habitent là. Vous avez vu qu'il y a eu 501 SDF qui sont morts l'année dernière, 90% c'était des prénoms chrétiens. Et pendant ce temps-là, les autres, on les loge dans les hôtels. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal, il faut arrêter. Bien sûr qu'il faut refuser l'immigration massive. Sinon, on va perdre l'identité nationale. Elle est déjà perdue, hein. En ce moment, l'identité nationale de la France est perdue. C'est grave, hein. C'est très grave, hein. C'est comme ça qu'on arrive aux guerres civiles. Hein. Et si on continue comme ça, il va y avoir un affrontement, mais vraiment très grave. Ça t'a parlé, ce que je t'ai dit, ABD sur ton sud et ton nord? Alors, même pour les populations en guerre, de quoi? Tu veux dire quoi? Que les populations en guerre, on devrait les recevoir chez nous? C'est ça? Bah, t'imagines demain, s'il y a la guerre en Chine, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit 1 milliard de personnes. Les populations en guerre, ils doivent faire la guerre. Nous, quand on a été en guerre en France, on a fait la guerre, on n'est pas parti. Ciao, Galaxy. Après, le problème, c'est que c'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Occident qui fait la guerre à ces pays. C'est ça le problème. Mais on fait la guerre à des pays et après on veut recevoir chez nous les populations de ces pays à qui on a fait la guerre. Comment voulez-vous que les mecs ils arrivent avec le sourire? Ils arrivent, ils ont le couteau entre les dents, ils ont envie de nous tuer. On a détruit leur pays. Les Libyens, on a détruit la Libye, on veut recevoir des Libyens chez nous? Mais on est complètement dingue. Enfin franchement, je sais pas, il faut avoir du bon sens. Hein. Oui, mais Alicia, les 80 000 Français qu'il y a au Maroc, ils vont pas dans les rues pour manifester ici. Hein. Je peux te dire qu'on se fait petit, on revendique rien, on n'a aucune revendication communautaire et on fait pas d'ingérence dans la politique interne du pays et on se permettrait pas de descendre dans les rues pour bloquer la circulation. Non, et la France n'a pas une identité multiple, c'est pas vrai. Aucune nation n'a une identité multiple. Une vraie nation, une vraie patrie a une identité nationale, point final. Par exemple, l'espagnol, son identité nationale, elle est quand même facilement reconnaissable. L'anglaise aussi, l'italienne aussi. La française, elle est facilement reconnaissable aussi. Le français, normalement, parce que là, ça décline, mais le français, normalement, est cultivé,
il sait parler d'art culinaire. Attention, hein, je parle de l'identité du français, je parle pas du français de base, je parle du français évolué. On nous voit comment à l'étranger? On nous voit comme des gens qui se soumettent pas facilement, qui râlent tout le temps, qui sont pas souvent satisfaits, mais on nous voit comme des grands chercheurs de vérité. On a apporté dans le monde beaucoup de découvertes, que ce soit sur le plan médical ou technologique. Et c'est comme ça qu'on nous voit. On nous voit comme un peu comme une lumière dans ce monde. Hein. On est des râleurs, mais on est des gens inventifs, créatifs, sophistiqués. Voilà comment on nous voit. Bon, bah, cette image-là, elle est en train de se détériorer quand même particulièrement. Hein. Je veux dire, tous les chercheurs français se barrent à l'étranger. Je sais pas, enfin bon, bref. Non, identité plurielle, ça n'existe pas. C'est un terme de socialo pour dire que toutes les communautés, que parmi toutes les communautés qui composent aujourd'hui le peuple français, chacun a sa culture et c'est très bien comme ça. Alors que non, non, si on veut garder une identité nationale, il faut qu'il y ait une culture commune nationale. Et la culture commune de la France, c'est son passé historique, c'est sa culture gastronomique, sa musique, même si elle est nulle par rapport à certains autres pays, son langage, son éducation, sa politique internationale, bien sûr. C'est ça, l'identité d'un pays et l'identité d'un peuple, bien sûr. Le peuple qui devrait logiquement être uni derrière son leader, ce qui n'est plus le cas. Ça fait 30 ans ou 35 ans qu'il n'y a que la moitié du pays qui vote pour son leader. Ça veut dire que l'autre moitié est lésée systématiquement. Il n'y a plus d'unité. Mais avant, la France était coupée en deux, maintenant elle est coupée en quatre. On l'a vu aux dernières élections, il y avait 4 grands partis, alors qu'avant il n'y en a toujours eu que 2. À mon avis, qui a construit les pyramides d'Égypte, pour moi, ce sont les maîtres bâtisseurs et ce sont des maîtres de sagesse qui se sont incarnés à l'époque. Voilà. Donc certains sont connus, comme Ramsès par exemple. Ramsès était un maître de sagesse, et d'autres moins connus. Mais Akhenaton aussi était un maître de sagesse, même si c'était pas spécialement un maître bâtisseur. Qui a construit? Voilà, pour moi, c'est les maîtres bâtisseurs sont des maîtres de sagesse, hein, qui avaient connaissance, qui avaient accès, bien entendu, à la connaissance et à la géométrie sacrée, ce qui n'était pas le cas. Ouais, la flamme violette, oui, ok, je vais en parler. Enfin, je vais mettre les coordonnées. D'ailleurs, sur ce Discord, là, je ne sais pas si vous avez déjà parcouru tous les thèmes et tous les topics, tous les sujets qu'il y a sur la gauche. Il y a plein d'informations, hein, c'est mis à jour en permanence, allez-y. Hein. Et on va faire un sujet justement spécial pour le Hayam, les enseignements du Hayam. Hein. Donc la flamme violette, ça fait partie de l'enseignement du Hayam. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Qu'est-ce qui n'a rien à voir avec le socialo, qui est une réalité historique? L'identité plurielle? Bon, pas pour moi. Oui, bah oui, quand on a un président qui nous dit qu'on n'a pas de culture française, qu'on a été colonialiste avec l'Algérie, non, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on avait été esclavagiste avec l'Algérie? Et qu'on n'a pas de culture, voilà, bon, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr que s'il y a des jeunes qui l'écoutent derrière, ça fait des dégâts. Ta maison 9 est en nord, Lyon est en maison 3, ton Verseau est en maison 9, et ben ça correspond encore une fois à ce que j'ai dit. Voilà, même si la maison 3 c'est davantage... faut que tu t'occupes davantage de toi, hein, de ta famille, de tes proches, plutôt que de la collectivité. Voilà un petit peu le but de ton incarnation. Voilà, je sais pas si ça te parle, si tu sens ce que je dis. Et c'est ça. Globalement, hein, attention, moi je viens de te résumer en 2 phrases. Hein.
Ah bah c'est bien si tu le fais. Si tu le fais sans le savoir, c'est bien. Bah, tu n'entends plus parce que moi je dis plus rien déjà, et puis parce que personne ne parle quand je me tais, donc c'est normal que tu n'entendes rien. Parce que j'ai plus rien à dire. Si vous ne me posez pas de questions, j'ai plus rien à dire. Bon, de toute façon, il est quand même très très tard. Hein. Je vais vous laisser, hein. Je pense que c'est mieux parce qu'il est quand même tard. Et puis bon, bah, on essaiera de faire un autre live dans la semaine pour rattraper un petit peu tout ce qu'on a perdu là, puisque je suis arrivé malheureusement, j'ai pas pu être là. C'est quoi mon truc de Jésus? Vous pouvez être clair dans vos questions, s'il vous plaît. Quel nom de réincarnation? Je comprends rien à ce que tu dis. Je comprends pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Alors ça, c'est une question intéressante. Comment prendre contact avec mon moi intérieur? Ça, c'est ton moi supérieur, en fait. Hein. C'est plutôt ça, le moi intérieur, ça n'existe pas. Tu as le moi inférieur, qui est l'ego, hein, la personnalité, c'est-à-dire toi, et ton moi supérieur, qui est en fait ton âme, ton ange solaire. Hein. Comment prendre, en général, quand on prend contact, c'est avec son moi supérieur. Eh bien, par la méditation concentrée. Il faut arriver à construire par la matière mentale concentrée, la matière mentale créatrice, la matière mentale supérieure, arriver à construire un pont de lumière ou un tunnel de lumière ou un tuyau de lumière, comme tu veux. Hein. Il faut faire appel à son imagination créatrice. Il faut que tu arrives à créer un pont de lumière entre toi, ta personnalité, et ton âme, et tu peux la visualiser, l'imaginer comme tu veux. Tu peux la visualiser comme un joli temple illuminé, tu peux l'imaginer comme un beau joyau, tu peux l'imaginer comme tu veux, peu importe. Du moment que tu restes dans l'intention, tu as l'intention de rentrer en contact avec ton âme et tu souhaites construire ce pont de lumière ou ce réseau de lumière, et tu dois maintenir pendant ta méditation ton mental le plus longtemps possible dans cette direction. Attention, quand je dis le plus longtemps possible, c'est pas une fin en soi de rester le plus longtemps possible. Hein. Les méditations à la base, il faut commencer par 5 minutes. Hein. 5 minutes et tous les mois, tu augmentes de 5 minutes. N'essaye pas de faire une demi-heure d'un coup, tu n'y arriveras pas, et ça peut en plus occasionner des problèmes. Parce que si il y a un apport lumineux trop important, tu risques d'avoir des soucis physiques. Hein. Donc il faut y aller très doucement. On y va toujours très doucement et ne jamais oublier que c'est comme pour la musique, quand tu veux apprendre le piano ou n'importe quel instrument, c'est pas en faire 2 heures d'un coup et s'arrêter qui fonctionne. C'est 10 minutes tous les jours, ça suffit pour faire des progrès. C'est comme ça que ça fonctionne, ça a toujours fonctionné comme ça. Voilà. Et à un moment donné, tu verras pendant ta méditation, tu vas, en fermant tes yeux, tu verras que tu auras de la lumière qui va venir à l'intérieur de tes yeux fermés. Tu verras que la lumière va venir commencer à t'inonder. Et là, quand c'est le cas, tu vas pouvoir commencer à faire une méditation contrôlée sur un sujet précis. D'accord? Donc tu prends un sujet précis, par exemple, je ne sais pas, prends un sujet de méditation, hein, tu prends qu'est-ce que le monde végétal, que puis-je apporter pour le monde végétal, quel est le rôle du monde végétal dans la création, par exemple, hein, je prends un thème tout à fait au hasard, et tu essayes de te poser la question en restant centré vers ton âme et à faire en sorte que tu reçoives une réponse. Et tu vas recevoir des réponses qui vont venir directement dans ton cerveau, et ces réponses vont venir de l'âme. Et tu verras que tu vas avoir comme ça petit à petit des tas et des tas de citations qui vont te descendre, et ça c'est ce qu'on appelle de l'intuition. Et plus tu vas faire ça, plus ton intuition va se développer. Et quand tu le feras suffisamment souvent et que tu auras suffisamment de réponses, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter pour autant, mais tu verras que
Au quotidien, quand tu te poseras une question existentielle importante, tu verras que tu obtiendras des réponses rapidement, même sans être en méditation. C'est comme ça qu'on accroît son lien avec son moi supérieur. Ne pas non plus oublier que ce contact ne doit pas se faire que dans le cerveau physique. Ne pas oublier que l'âme cherche au même temps à créer un contact avec ton cœur. À le centre de ton cœur, il y a une petite place, il y a un temple sacré à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, où l'âme vient y déposer sa lumière. Et cette fois, c'est pas de la lumière intuitive qu'elle t'envoie, mais c'est de l'amour, de la compassion et des dons qu'il faut que tu donnes et que tu distribues autour de toi. Hein, c'est comme ça que tu vas finir par, après, être actif sur le plan physique, dans ta collectivité, que tu vas commencer à faire des choses pour les autres. Voilà. Ça, c'est l'âme. Hein. Tous les gens qui servent le monde et qui servent les autres, c'est l'âme. Hein. C'est des gens qui sont en contact déjà. Hein. Voilà. Ça, c'est très gentil, ce que tu viens d'écrire. Très gentil. Tu sais, on perd tous du temps, mais on croit perdre du temps, mais on n'en perd pas en fait. Tout arrive et tout vient à point pour qui sait chercher. Le temps, on le perd quand on passe plus de temps sur sa console de jeu qu'à essayer de comprendre les mécanismes de la vie, ouais, ça c'est sûr. Mais enfin, on arrive toujours à un moment donné où il faut aussi un petit peu se décompresser. Ouais, enfin, en fait, c'est pas parce que tu es Gémeaux que tu as deux personnalités. Tous les signes, toutes les personnes sont duales. On est tous dualistes. Hein. On a tous deux natures. On a la nature de l'âme, qui est une nature compassionnelle et qui parfois nous semble lointaine, parce que dans notre quotidien, cette nature compassionnelle, elle n'agit pas. Elle n'a pas de rôle. Et donc, on ne fait que des choses pour soi, sa famille, ses proches, ses enfants, son chien, sa femme. Et petit à petit, quand on va sur le sentier du contact avec l'âme, on a cette nature compassionnelle qui commence à vouloir agir sur le plan physique. C'est ce que par exemple moi j'ai fait avec les vidéos et c'est ce que je fais tous les jours en répondant pendant des heures à toutes vos questions. C'est qu'à un moment donné on se sent utile et on a besoin de se sentir utile et de faire du bien autour de soi. Parce que l'âme te donne cette impulsion. Non, personne ne te parlera de ça, bien entendu. Ça fait partie du chemin initiatique que ce qu'on appelle le disciple ou l'aspirant. C'est comme ça qu'en occultisme on appelle les gens qui cherchent des réponses. On les appelle des aspirants. Tu peux être simple aspirant et après, quand tu veux rentrer vraiment dans un chemin initiatique qui va t'amener à la délivrance et à obtenir encore plus de réponses, tu vas devenir ce qu'on appelle un disciple. Hein. Et là, tu vas être obligé de rentrer dans un courant de pensée qui va correspondre à un maître ou à un autre. Et quand ensuite tu as atteint un certain degré de discipulat, tu vas devenir candidat à l'initiation. Mais ça prend du temps. Par contre, tout ce que tu fais comme effort pour aller vers cette voie-là n'est jamais perdu. Jamais perdu, même après la mort. Hein. Tu te réincarneras au même degré d'élévation spirituelle. Ben, si tu veux être un disciple, non, tu ne peux pas être un disciple d'Alice Bailey parce que Alice elle-même était un disciple de Kuthumi. Hein. Donc tu peux être un disciple de Kuthumi ou de Jiwalkul. Alice n'était pas un maître. Hein. Mais tu peux lire du Bailey et tu peux demander ta candidature à l'école arcane pour être pour rentrer dans le sentier de l'initiation. Tu peux. C'est une école initiatique, l'école arcane. Hein. Vas-y. Hein. Ce sont des écoles qui ont été... l'école arcane, elle a toujours été exotérique, c'est-à-dire elle a toujours été à la portée de tous. Mais il y a toujours eu des écoles, mais avant elles étaient ésotériques, c'est-à-dire elles étaient cachées. Maintenant, elles sont accessibles à tout le monde. Tu vas te faire recaler par arcane si tu ne lis pas des bouquins de Bailey avant. Parce qu'ils vont te poser des questions précises, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Leïla, qui malheureusement est partie se coucher. Je disais, il y a une sémantique, il y a un vocabulaire particulier qui est utilisé par le maître Jiwalkul, hein, le maître qui a dicté les livres à Bailey. Il y a un vocabulaire particulier. Si ce vocabulaire-là, tu ne le comprends pas, tu ne connais pas les termes techniques, tu ne vas pas passer le questionnaire d'entrée de l'école arcane. Ils vont t'envoyer un questionnaire d'entrée. Si tu ne peux pas répondre aux questions parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est que les termes qu'ils emploient,
ils vont te dire faut lire. Ils vont pas te recaler, ils vont te dire pour l'instant non, parce que tu n'as pas encore assez lu, donc il faut que tu lises. Non, c'est pas une question de réviser, c'est qu'il faut intégrer. Tu vas lire des trucs et il y a des trucs qui vont te rester parce que ça va te parler. Et s'il y a d'autres trucs qui te parlent pas, il faut que tu insistes un peu, tu vois. Après, s'ils voient que tu as fait l'effort de lire, que tu fais l'effort de comprendre, mais que tu réponds un peu à côté, mais que quand même tu fais l'effort, ils vont t'accepter. Hein. De toute façon, même si pour un certain temps ils te disent que tu rentres pas, c'est pas pour ça que 2 mois après tu peux pas recommencer. Hein. Ils sont complètement ouverts, hein, ils sont pas sectaires. J'ai une de mes ex qui a cru que c'était facile. Elle était très intellectuelle, elle était ce qu'on appelle une tronche à l'école, c'est-à-dire elle avait des diplômes jusque là. Elle m'a dit mais c'est facile ton école, moi aussi je vais le faire ce truc-là. Elle a demandé le questionnaire, elle a été refoulée, elle a été refusée. Elle était verte. Et comme elle était dans l'ego, elle a rejeté en bloc tout ça et elle n'a jamais voulu apprendre plus loin. Ça, vous voyez, c'est quand on est dans l'ego. Hein. Pas avoir peur de se faire recaler de temps en temps, de se faire remettre en place. D'ailleurs, dans les premiers temps à l'école arcane, les 6 premiers mois, si tu y rentres, tu auras ce qu'on appelle un secrétaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va suivre ton travail et qui va plus ou moins corriger ce que tu dis. Alors, il ne va pas te donner des points et des fautes, hein, mais il va te dire non, c'est plutôt par là qu'il faut voir, tu vois, bon. Mais des fois, tu tombes sur des secrétaires qui sont un peu dans le pouvoir, hein, parce qu'il y a encore des gens qui ont encore de l'ego, hein, faut pas croire, hein, dans ce domaine-là. Et tu as des gens qui te remettent à ta place relativement sèchement. Hein. Il y en a qui n'ont pas envie de perdre leur temps non plus. Hein. Donc son ego, il faut vraiment le mettre dans sa poche. Hein. Quand on rentre dans ce chemin-là, tout ce qui est vexation, susceptibilité, nature sous au lait, il faut vite, on comprend vite que ça va pas avec. Hein. Parce que les maîtres, ils ne perdent pas leur temps. Hein. Quand un maître te dit quelque chose, tu ne vas pas lui dire mais je fais ce que je veux ou je fais ce que je peux. Hein. Parce que si tu lui dis ça, tu ne le revois pas pendant un certain temps. Tu vois ? Ou tu lui dis pas parlez-moi mieux s'il vous plaît parce que vous m'avez mal parlé. Parce qu'il n'a vraiment pas de temps à perdre. Il va te dire si ça ne te plaît pas, tu vois, tu retournes d'où tu viens. Mais il ne faut pas croire, hein, même Jésus était un maître très dur. Hein. Tout le monde pense que c'était quelqu'un d'aimant, qui était vachement doux avec tout le monde. Il était très dur, Jésus. Très très dur. D'abord parce qu'il était très dur avec lui-même. Et il n'avait pas de temps à perdre, il avait une mission très précise, il était tout à fait conscient de ce qu'il était venu faire. Il avait en lui en plus une entité qui l'adombrait et qui était le Christ. Et il n'avait pas de temps à perdre, mais du tout, quoi. Si tu comprenais pas, c'était ton problème, quoi. Après, il fallait que tu le suives et que tu lui reposes la question pour qu'il t'explique mieux. Et s'il n'avait pas le temps et qu'il te donnait une réponse rapide, il fallait que tu t'en contentes. Hein. C'est comme ça les maîtres, hein. Faut bien comprendre. Hein. Et Jésus était compassionnel, mais il n'avait pas de temps à perdre. Même Moïse, hein, si vous étudiez un peu la vie de Moïse et son parcours, c'était quelqu'un qui était très très dur avec le peuple. Hein. Très très dur. Il faut dire que le peuple, à cette époque-là, faisait n'importe quoi aussi. Voilà, bah écoute, je vais vous laisser. Je pense que c'est à moins que vous ayez encore des questions. Mais... Moi, je vais aller me reposer un peu parce que j'ai eu une soirée un peu dure. Et quelque chose. je vais aller... je sais pas, je vais me regarder un film. Je vais me regarder Gravity, tiens. J'adore ce film, dans l'espace. Moi, j'ai toujours été passionné par l'espace. Comme Perceval dans Kaamelott. J'aime bien, tu m'avais écrit, j'avais pas vu ce que tu avais écrit, tu as écrit toi tu arrives à trouver des meufs qui croient à ça. Mais non, j'ai jamais trouvé des meufs qui croient à ça. Elles n'ont pas le choix, moi, hein, les femmes que je rencontre, hein, c'est où elles rentrent dans mon univers ou elles y rentrent pas. Hein. Je veux dire, si elles y rentrent et qu'après elles disent ça me plaît pas, ben, en général elles me laissent. C'est ce qui se passe d'ailleurs à chaque fois. Mais bon, bah tant pis. Hein. Tu peux pas changer ta nature pour faire plaisir aux gens.
Mais t'inquiète pas, tu sais, tu dis que personne ne croit à ça autour de toi, mais c'est ton exemple qui doit influencer les gens. S'ils voient que toi, tu t'épanouis, que tu es devenu quelqu'un de super bien, que tu arrives à générer par exemple de l'argent pour sauver les SDF de ton quartier, je dis n'importe quoi, mais s'ils voient que tu es quelqu'un qui agit sur ce plan-là, qui est quelqu'un de très positif, de très généreux, que tu es quelqu'un d'accessible, de sociable, de sympa, et qu'ils te voient évoluer dans ce sens-là, et ils vont se demander pourquoi, qu'est-ce que tu as fait, tu vois, quel est ton parcours, et c'est là où tu vas tu vas les rendre curieux, tu vois. Faut pas chercher à imposer sa personnalité, c'est pas la personnalité qu'il faut imposer, c'est ses qualités d'âme. Quand tu es quelqu'un de généreux, regarde Coluche, je sais pas si vous avez connu Coluche, parce que vous êtes jeune, mais Coluche était un humoriste qui était très provocateur dans les années fin 70-80. Au début, il y avait énormément de gens qui l'aimaient pas parce qu'il avait des vannes très acides, parce qu'il avait des blagues un peu vulgaires, et il y avait des gens qui l'aimaient pas. Jusqu'à ce que d'un coup, vers la fin, juste avant qu'il meure, il crée le mouvement des Restos du Cœur et que grâce à ça, on arrive à nourrir les gens. Et là, il a fait l'unanimité. Alors autant l'artiste, qui était un petit peu comme ça, sagouin, avec des vannes un peu comme ça, sulfureuses, autant il faisait pas l'unanimité, mais quand il a commencé à s'intéresser et à aider les pauvres, là, il a fait l'unanimité. Donc c'est ces qualités d'âme, vous voyez, qui ont conquis les gens. C'est... voilà. Alicia, tu essaies de parler, mais je t'entends pas. Et là, réessaye. En ce moment, il y a Diodo. Hein. Je veux dire, le seul Coluche actuel, c'est Dieudonné. Hein. Il y en a qu'un qui prend des risques, comme Coluche en prenait. Il y en a qu'un qui essaie de nous faire rire avec les sujets qui fâchent, parce que c'était la marque de fabrique de Coluche quand même. Et il y en a qu'un qui essaie de nous éveiller. Hein. C'est Dieudonné. Hein. Après, derrière, on n'aime pas son humour, c'est une chose, mais c'est le seul. Et comme Coluche, il va très certainement mal finir. Vas-y Alicia, vas-y. Est-ce que vous me quittez? C'est bon, on t'entend. Bonsoir Monsieur G, et bonsoir pour les personnes qui sont avec nous dans le salon des billets. Bonsoir. En fait, c'est son mari qui parle avec toi maintenant. C'est par rapport pour le dimanche dernier là qu'on est parlé ensemble. Ouais. C'est juste par rapport parce que je sais pas, il y a des gens qui ont été avec nous au salon. Mais après, quand toi t'as parti, t'as laissé pour nous le salon comme ça ouvert pour discuter entre nous. Il y a des personnes ils voulaient pas parler, mais ils ont commencé à écrire des choses de n'importe quoi. Et ils ont commencé à dire des choses pour Alicia. Ils ont dit que c'est comme t'es dans un cercle fermé et c'est comme t'es avec un musulman et tu vas voir du mal. Il va commencer à taper, il va t'obliger à faire le foulard, les trucs comme ça. Voilà. Malheureusement, ça existe quand même. Tu peux pas dire le contraire. Hein, ça existe. Alors que moi, je suis pas comme ils sont en train de penser parce que toi, maintenant, tu habites au Maroc et tu as vu déjà au Maroc comment chacun sa mentalité et les gens, c'est pas tous pareil. C'est pas toutes les musulmans, c'est tous pareil. Non, mais tu peux pas. C'est vrai ce que tu dis, mais tu peux pas nier non plus que ça existe. Il y a quand même des musulmans qui mettent le voile à leurs femmes et qui les empêchent de sortir, d'aller voir des copines, de sortir en boîte. Ça existe aussi. Hein. Oui, ça existe, mais pour obliger, par exemple, à faire le foulard ou quelque chose comme ça, pour nous au Maroc, c'est pas comme, comment je veux dire, c'est comme on est en Afghanistan au Iran ou quelque chose comme ça. Nous, on est un pays aussi libre, chacun il fait ce qu'il veut. Et après, c'est les femmes qui le choisissent, c'est pas nous. Par exemple,
Moi, si je suis marié, par exemple, ça c'est imagination, si je suis marié avec une arabe, une femme arabe, bah, je veux pas l'obliger pour faire le foulard, ça c'est son choix. Et je veux laisser elle, elle prend sa décision parce que il y en a plusieurs qui avant ils ont été sans foulard, mais quand ils ont arrivé à un certain âge, après ils ont commencé à regarder avec une autre façon, que ils sont commencé à grandir. Il faut le respect pour son mari, il faut le respect pour ses enfants, entre familles et tout ça. C'est, mais c'est pas le monsieur qui oblige elle à faire. C'est elle, c'est un choix de elle, c'est elle qui l'a choisi comme ça, tout seul. Ouais, je comprends bien, mais c'est vrai que le Maroc c'est différent, mais tu peux pas penser que tous les autres pays musulmans sont comme le Maroc. Malheureusement, c'est pas le cas. Après, l'Algérie aussi, l'Algérie, ils sont pas trop embêtants avec le voile, ils sont quand même assez, bon, ils sont plus libres les Tunisiens aussi. Mais quand tu commences à parler, je ne sais pas comment c'est en Syrie, je connais pas, mais l'Égypte, tout ça, c'est déjà beaucoup plus radical. Hein. Il y en a qui sont, oui, il y en a qui sont une mentalité fermée avec leurs femmes, mais nous, on n'est pas comme ça. On respecte chacun. Par exemple, moi, je suis un musulman et je sais que le Dieu, il dit que l'alcool, c'est interdit. Mais des fois, ça m'arrive. Je suis pas un personne qui est parfait. Ça m'arrive des fois que je bois normal, mais après, ma femme, elle peut pas me dire ah non, t'as pas le droit à boire ou quelque chose. Moi aussi, je regarde à la même vision comme ça. J'ai pas le droit pour elle, pour je le dis non, il faut que tu fais le voile ou tu fais pas. Ça, c'est son choix à elle aussi. Bah, écoute, c'est bien si tu as cette mentalité-là, c'est très très bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que l'homme respecte la femme. Je suis d'accord. Bah oui, en plus, c'est comme ça, normalement c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas il faut parce que il y en a des personnes qui sont trop ils prennent la religion un petit peu dure. Ils l'expliquent pas bien, déjà ils traduisent pas bien la religion pour ils le comprennent bien comme par exemple on dit le Coran. Le Coran c'est un livre quand on le regarde, il est petit, mais quand on rentre pour traduire les choses et tout ça, il est comme une mère euh, on part loin. Il y a beaucoup des branches, il y a beaucoup des choses. Il faut juste expliquer bien, c'est tout. Ouais, il faudrait qu'on en reparle de tout ça, mais il faut qu'on trouve des musulmans qui soient d'accord entre eux déjà, parce que c'est pas évident. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais au moins, d'abord, déjà, il faut beaucoup de gens qui comprennent un petit peu les mentalités des autres. Par exemple, comme il y a des gens qui ils disent que les musulmans, ils tapent leurs femmes. Bah, c'est pas forcément que les musulmans qui tapent leurs femmes. Bah, on regarde même ici en Europe, ils sont pas des musulmans, ce sont des Français, des Espagnols, des n'importe quelle d'origine. Et ça arrive des fois des problèmes, le mari il tape sa femme. Mais on va pas dire pour quelqu'un qui est français pur, il est même pas dans la religion, c'est bon, il a tapé sa femme, il est un musulman. Ah ouais, mais ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que les musulmans ils tapent leurs femmes. Hein. Il y en a beaucoup qui le croient. Hein. Et ouais, bah, c'est comme ça. C'est, après, chacun commence il voit les choses et chacun comment et comprend les trucs, c'est, En plus, moi je suis issu d'une famille italienne. Alors, pas dans ma famille, parce que moi j'ai jamais vécu ça, mais je sais on me l'a dit, on l'a rapporté. Je sais que parmi les arrière-grands-parents du côté italien là-bas, et qu'en Italie, en Sicile, tout ça, les hommes ils frappent leurs femmes. Hein, et c'est pas des musulmans, c'est des chrétiens. Mais c'est pas une question de religion, c'est une question. Quand on sait pas se comporter avec sa femme, c'est pas une histoire de religion. Après, on ne peut pas non plus renier ni nier le fait que dans l'islam, la femme est quand même relativement soumise quand même. Hein. Tu me dis pas l'inverse. Alors, ABD qui nous dit, moi je trouve que les musulmans en ce moment c'est des hypocrites, ils prennent que ce qui les arrange.
En quoi est-ce que c'est hypocrite de prendre que ce qui t'arrange? Là, il faut un petit peu développer parce que ça veut rien dire. Quelqu'un qui prend que ce qui l'arrange, ça fait pas de lui un hypocrite, ça fait de lui un opportuniste éventuellement, mais pas un hypocrite. Ce qui pourrait éventuellement être hypocrite dans l'islam, c'est qu'un musulman te dit moi je vais 5 fois par semaine à la mosquée et le week-end il n'y va pas parce qu'il va en boîte et il se bourre la gueule. Là il est hypocrite parce qu'il fait tout l'inverse de ce qu'il est censé faire. Ça oui c'est de l'hypocrisie. Mais dire qu'il prend que ce qui l'arrange, pas de l'hypocrisie. J'ai pas compris. Il voulait dire quoi dans la phrase on prend ce qui nous arrange? J'ai pas compris. Je sais pas, il est en train de s'expliquer. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'en fait, voilà, il y en a beaucoup qui se revendiquent musulmans, mais qui en fait ne font pas du tout ce qui est écrit dans le Coran, ni ne se comportent pas bien, ne se comportent pas comme des vrais musulmans. Soit ils boivent, soit ils se droguent, soit ils sont violents. En fait, ils font tout l'inverse de ce qui est prôné dans le Coran. C'est ce qu'il a voulu dire. Je suis d'accord. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est eux justement qui donnent une mauvaise image et qui se disent musulmans dans la rue et qu'après on les voit le soir bourrés, on va dire ça comme ça. Moi, ce que je peux dire pour vivre dans un pays musulman, c'est que il y en a, bien entendu, ici aussi, il y en a des hypocrites qui te disent qu'ils sont musulmans et puis dès qu'ils peuvent t'arnaquer, ils t'arnaquent. Il y en a, surtout à Marrakech. Marrakech, on l'appelle Arnakesh. Il n'y a que des vendeurs, des commerçants, des marchands. Donc il n'y a pas que des voleurs, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Mais par contre, par exemple, mon ordinateur, je le donne toujours à réparer à des gens qui sont une partie de la Médina. C'est des barbus. Ils sont très pratiquants. Ils font la prière 5 fois par jour. Ils ferment le magasin pendant les prières. Ils sont hyper pratiquants. Une fois, ils ont gardé mon ordinateur pendant 2 semaines parce qu'ils ne trouvaient pas la pièce. Ils sont allés jusqu'à Casa, c'est-à-dire qu'ils ont fait plus de 500 km pour aller me chercher la pièce. Ils l'ont trouvé, ils l'ont réparé. Et ils m'ont fait payer 8 euros. Combien? 8 euros, bah dis donc. J'ai payé 90 dirhams. Là, je peux pas dire, tu vois, je veux pas dire, tiens, le mec, il est barbu, il va à la mosquée, il va m'égorger dès qu'il va pouvoir. Pas du tout. Il a gardé mon numéro de téléphone, il aime bien parler avec moi de choses de spiritualité, il aime bien qu'on discute. Il essaye toujours de me faire venir de son côté en me disant que Dieu, il a dit ci, il a dit ça, et je le laisse parler, mais en tout cas, il a toujours été super honnête, quoi. Il n'y a rien à dire. Hein. Non, en tout cas, il te respecte comme tu le respectes aussi, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça aussi, c'est que c'est un message aussi pour. Il y a beaucoup quand même de Français d'origine maghrébine qui vivent en France, qui sont nés en France, qui se disent musulmans, de culture musulmane, et qui se comportent très mal aussi, il y en a beaucoup. Donc s'ils se comportaient de manière un peu plus respectueuse avec les institutions françaises, les lois françaises, les coutumes françaises, ils seraient beaucoup plus appréciés aussi, acceptés. C'est la base de ça. Moi, je trouve que les Marocains, enfin, c'est pas que les Marocains, c'est même pas, je voulais dire les musulmans, mais c'est tout le monde. Oui, les vrais musulmans, ils n'aiment pas tout ce qui est l'argent sale. Regarde, comme tu m'as dit, le monsieur qui est parti à Casa chercher ta pièce et tu l'as payé après et l'argent que tu lui as donné, c'est de l'argent propre parce qu'il a fait son travail, il n'est pas parti voler dans une caisse ou je ne sais quoi. Non, il aurait pu me faire payer le trajet, ne serait-ce que les frais de route. En fait, il s'avère qu'il fallait qu'il aille à Casa lui-même pour une histoire familiale et qu'il en a profité pour aller chercher ma pièce. Donc il n'est pas allé pour moi, spécialement pour moi. Donc il ne m'a pas fait payer ses frais de route. Alors qu'il aurait pu me facturer ses frais de route. Il ne l'a pas fait. Donc c'est de l'honnêteté, pure et simple. Ouais, et malheureusement, en France, il n'y a plus beaucoup d'hommes honnêtes, surtout, comme tu dis, les Français d'origine maghrébine. Par exemple, moi, avant, j'habitais dans une cité et c'est vrai que la plupart du temps, quand la police est venue, c'était pas pour arrêter les petits Français du quartier, quoi.
Enfin, c'était un peu, c'était tout le temps la même chose, quoi. Moi, je trouve que c'est pas bien parce que bon, bah, y a pas que des Maghrébins qui sont méchants. Moi, j'en connais qui sont gentils et c'est dommage de donner une image comme ça. Mais oui, mais qui le dis-tu? Bien sûr que c'est dommage, évidemment. Mais tu sais, tu vas en Corse, par exemple. Tu as 90% des Corses qui sont sympas, mais tu en as 10% qui sont indépendantistes et qui sont pas très très accueillants et qui sont vraiment très cons, il faut le dire, même carrément. Hein. Vraiment très très cons. Et bah voilà, il suffit de 10% de Corses pour faire mettre dans le même panier tous les Corses. Tout le monde dit bah les Corses c'est des cons. Voilà, bah c'est. On amalgame toujours, on noircit toujours le tableau parce qu'il y a un élément, une minorité qui se comporte mal. Voilà. Après, j'ai vu en ce moment en Corse, il y a des élections. Je sais pas si je me trompe ou pas. J'ai vu un monsieur qui était assez contre les Maghrébins. Il disait que la Corse, c'était le pays de la bière et qu'est-ce qu'il a dit? Et le pays de la chrétienté et le pays de Marie, pardon. Oui, la Corse est très conservatrice, très chrétienne conservatrice, c'est vrai. Dans la tradition italienne. Hein. Donc les Corses sont très machos, très patriarcaux. Ils disent qu'ils respectent la mamma, c'est-à-dire ils disent que c'est matriarcal, mais en réalité c'est extrêmement macho. Les Corses, pour les avoir côtoyés, c'est tous les mêmes. Hein. Ils ont une femme qui est rangée, avec qui ils font des gosses, et puis après derrière, quand ils sortent entre potes, ils ont leur maîtresse. Hein. C'est tous les mêmes. Hein. C'est des vrais machos. Hein. Mais effectivement, ils sont conservateurs chrétiens. C'est pour ça que tous les Maghrébins qui sont installés en Corse, ils rasent les murs parce que dès qu'ils commencent à vouloir revendiquer des trucs d'islam, ça se passe très mal pour eux. Après, nous, on est tous pareils et on va partir, on va trouver des personnes qui sont bien et il y a des personnes qui sont pas bien. Comme on va partir dans n'importe quel pays, on va trouver des cailloux et de l'argile. Alors, les personnes aussi, c'est comme ça. Il y en a qui sont comme les cailloux, il y en a qui sont comme l'argile. C'est... Après, on est tous pareils. On a le même sang, même peau, c'est juste différent des couleurs, c'est tout. Après, si quelqu'un, on va le taper, il va sentir le mal. Et l'autre aussi, s'il va le taper, il va sentir le mal. C'est... Ouais, mais malheureusement, c'est tes actes qui te qualifient. Si tu te comportes comme une crevure au quotidien et que tu es, par exemple, que tu es noir, eh ben, tous les gens vont penser que tous les noirs sont comme toi. C'est pareil, hein, je veux dire, moi je suis français. Je me rappelle, j'étais allé quand j'étais petit, j'avais 10-12 ans, on m'avait envoyé en Angleterre avec une trentaine d'autres gamins. Dans le tas, quand on arrivait en Angleterre, on arrivait dans la ville, il y en avait, ils allaient dans les magasins de bonbons, ils commençaient à tout voler. Bon, ben moi, après derrière, quand j'arrivais dans un magasin de bonbons, on me disait t'es français, tu dégages. Parce qu'ils croyaient que j'allais voler comme les autres. Tu comprends? Donc, tu te fais amalgamer parce qu'il y en a qui te représentent mal. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est comme ça partout. Tout le monde généralise. On a le même sang, bien entendu qu'on est tous faits pareil, mais c'est quand même les actes qui te différencient de ceux qui se comportent mal. Si toi, tu as un comportement positif, c'est bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Après, je sais pas, c'est les gens, il faut les gens qui comprennent une seule chose qu'on on est tous pareils. Ça veut dire, c'est pas nous qu'on a choisi notre couleur, c'est pas nous qu'on a choisi que je vais être arabe ou je vais être européen ou je vais être n'importe qui. À la fin, moi, qu'est-ce que je pense? On est tous pareils ici dans le monde et on est tous comme des frères, comme des sœurs, comme tout, comme tout. Normalement, c'est comme tout. C'est pas différent de ça ou ça, ou ça, comme il fait beaucoup des personnes. Et ça sera le mot de la fin, parce que je vais vous laisser. Moi,
moi je vous dis bonsoir et puis on va essayer de faire un chat en semaine, peut-être mercredi pour couper la semaine. Parce que comme j'ai raté les 2 premières heures, j'ai malheureusement pas pu être là à l'heure. Donc si ça vous dit, on fait un live mercredi. Voilà. Ok, je vous dis une bonne soirée. D'accord, merci. Bonne soirée. Slama. Bislama.